Mais bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette première séquence du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir Madame Marie Callot. Bonjour. Bonjour. Elle est chef de projet pour le dispositif local d'accompagnement départemental. Elle va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et les objectifs de ce dispositif. Ensuite, nous allons recevoir M. Georges Boucard. Il est coordonnateur général du PARE. C'est un parti réformiste écologique éducationnel. On fera le point avec lui sur la situation. Elvina Diman, la chronique ABC des entreprises, on parlera de la fiscalité. Marie-Annette Catalan, elle est technicienne de l'UDAG, sera aussi avec nous, avec une agricultrice bio-représentante du groupement bio de la Guadeloupe. Vous savez que le bio se développe beaucoup. Sinon, l'actualité, c'est le dispositif École ouverte, vacances apprenantes au collège d'Anse-Bertrand. Ça permet aux enfants de profiter un petit peu en même temps des vacances, mais de rattraper les grèves, les mouvements qui ont été perdus. Donc, on fera un petit point là-dessus. L'atelier de réalisation Petit Point Petit Quoi en bois, ça, c'est un jeu de mon enfance. On le refait. Cette fois-ci, en petit point quoi, c'est à Mornalo. Charlie Dagonia était sur place. Et puis le nettoyage de la plage du Moule, l'agent. C'était pendant le week-end pascal. Très important que nos plages soient accueillantes en dehors des sargasses. Voilà un petit peu ce qui fait le sommaire. Et nous êtes avec nous jusqu'à 14 h. Et on va commencer tout de suite avec Madame Callot. Alors, je disais que vous êtes chef de projet d'un dispositif mis pour l'accompagner. Alors, expliquez-nous un petit peu l'objectif premier de ce projet. Alors, le dispositif local d'accompagnement départemental, c'est un dispositif qui est public et gratuit et qui s'adresse à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Oui. Donc, pour refaire un point sur l'économie sociale et solidaire, c'est, si on le définit d'une manière assez simple, j'ai envie de dire, c'est entreprendre autrement pour permettre en fait le développement économique en respectant les humains. Donc, il y a toujours cette notion d'utilité sociale dans l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que beaucoup d'associations aujourd'hui sont dans le dispositif économie sociale et solidaire et ça permet même de créer des emplois. Ah, complètement, c'est tout à fait vrai. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, l'économie sociale et solidaire, ça représente 10,7% de l'emploi, donc c'est quand même beaucoup. Oui, oui, sur le pays de chômage, oui, c'est beaucoup. Tout à fait, et on est à plus de 12 000 emplois, donc c'est quand même non négligeable. Alors, les gens qui vous regardent, bien évidemment, que ce soit des associatifs ou autres, se demandent, bon d'accord, ce dispositif, comment il fonctionne concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour y avoir droit, est-ce que ça se traduit financièrement ou ce sont des choses qui sont mises en place à part? Alors, le dispositif local d'accompagnement, donc DLA, c'est un dispositif qui a pour but d'aider les structures à se développer. Oui. Donc, on va passer par une phase d'accueil où on va donc accueillir la structure pour voir si elle est éligible au dispositif. Donc, tant qu'elle a 1 an d'existence et qu'elle répond bien aux critères de l'ESS, c'est-à-dire d'être d'utilité sociale, d'avoir un fonctionnement démocratique, de ne pas rechercher l'enrichissement, oui, on va être donc sur une structure de l'ESS. Si on s'adresse également aux structures qui sont employeuses ou en passe de l'être, c'est-à-dire qu'une association qui a besoin d'aide pour devenir employeur, pour créer son premier emploi, oui, on l'accompagne également dans cette démarche. L'accompagnement se fait comment après qu'on ait examiné les critères dont vous m'avez parlé? Alors, il y a ça. En fait, ensuite, on va passer par une phase qu'on appelle de diagnostic, où on va, nous, analyser tout ce qui se passe dans la structure. Donc, c'est majoritairement des associations. On va regarder le projet associatif, on va regarder la gouvernance, les finances, la communication, le marketing, en fait, tous les aspects de la structure. Et en fonction de ce qu'on a analysé, on va ensuite proposer un plan d'accompagnement à la structure. Ce plan d'accompagnement, donc, ça peut être de plusieurs types. On va par exemple identifier une problématique en communication et mettons, on va dire en finance, en disant, mettons, avec la crise du Covid, beaucoup de structures se sont retrouvées en difficulté et on va pouvoir donc l'accompagner, mettons, sur cette problématique financière et également sur la problématique de communication. On va donc l'aider en organisant des thématiques collectives avec d'autres structures qui ont les mêmes problématiques, où la structure peut venir, un intervenant va présenter différentes façons de faire un plan de communication, par exemple. Mais on va également l'aider d'un point de vue individuel, où là, on va faire intervenir soit un intervenant extérieur, un prestataire, ou si c'est de notre ressort, on va intervenir nous-mêmes dans la structure pour l'accompagner. Cet accompagnement dure... je veux dire temporellement, pendant combien de temps? Ça dépend. En fait, il n'y a pas de notion de
contrat, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si la structure a besoin d'aide, généralement un accompagnement par un prestataire, c'est sur une durée de 3 mois, mais on a des structures qu'on accompagne depuis plusieurs années et qui reviennent nous voir au bout de 2 ou 3 ans en disant très bien, vous m'avez accompagné pour avoir mon premier emploi, maintenant j'en ai 10 et j'ai besoin de mettre en place j'ai besoin de changer d'échelle, j'ai besoin de créer une nouvelle filiale, j'ai envie de m'implanter autre part, j'ai besoin d'un nouvel accompagnement, il n'y a pas de souci, on accompagne à nouveau. Et donc, et ce dispositif d'accompagnement, il est gratuit, j'imagine ? Il est gratuit, tout l'accompagnement est gratuit. Donc c'est vraiment intéressant pour les structures. L'objectif, c'est vraiment de permettre de développer l'ESS, donc en Guadeloupe, qui est déjà un secteur qui est développé, mais qu'on accompagne en fait avec du conseil, avec des prestations collectives, d'ingénierie collective, avec des gens qui viennent, je vais dire, donner des cours en fait sur comment on va gérer un plan de communication, comment on fait pour mettre en place son document unique d'évaluation des risques professionnels, comment choisir un contrat de travail pour son salarié, tout ce genre de choses. Oui. Alors une fois cela mis en place, la structure se développe de façon autonome ou alors l'accompagnement continue Alors on ne la laisse pas complètement dans la nature, hein, donc on est avec elle pendant toute la durée de l'accompagnement. Donc ça peut être nous, hein, comme je le disais, qui allons l'accompagner, ça peut être également un prestataire. Et une fois que l'accompagnement a eu lieu, on fait un suivi, on voit comment ça s'est passé, est-ce qu'il porte ses fruits ? Et on va faire un suivi 2 ans après. Alors, on peut rester en contact pendant ce temps-là, mais on va faire un suivi de toute façon 2 ans après pour voir comment va la structure, si ça a porté ses fruits et s'il y a besoin d'un nouvel accompagnement. Alors, on prend un petit peu à l'envers. Si une personne vous contacte le DLA, dit « Bon, voilà, j'ai tel projet ». Pour l'instant, je suis tout seul, mais je vise à créer, je sais pas moi, une boutique alimentaire de soutien ou alors un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais dans le cadre de l'ESS, comment le DLA intervient à ce moment-là ? Alors, mettons, c'est, on va dire, une association qui est une épicerie solidaire qui aurait pour projet de mettre en relation des agriculteurs avec des personnes. À ce moment-là, donc, nous, on va aller dans la structure, on va regarder comment ça va, comment elle s'est organisée et pour voir ses forces, ses faiblesses, les opportunités, les menaces qu'elle peut rencontrer. Et à partir de là, on va donc par exemple lui proposer de faire intervenir un prestataire pour faire une étude de faisabilité, pour vérifier qu'il y a bien un marché pour ce genre de choses, et puis pour l'aider ensuite sur quelles sont les démarches, mettons, légales à faire pour pouvoir monter à bien son projet. Alors, on peut trouver aussi une association qui a créé peut-être 2 ou 3 emplois, mais enfin, ça ne fonctionne pas trop bien parce qu'on n'a pas tous les financements nécessaires. Vous faites un diagnostic de l'association à ce moment-là par rapport aux emplois créés ? Alors tout à fait, et vous soulevez une question qui est intéressante, celle des financements, parce que c'est une question qui est centrale pour les associations et pour toutes, je pense pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les associations particulièrement. Et cette question-là, justement, nous, on va beaucoup, en ce moment, on accompagne beaucoup de structures sur la diversification en fait de leur financement pour assurer justement la pérennité des emplois et leur possibilité de créer de nouveaux emplois. Donc, c'est-à-dire une association qui va dépendre beaucoup des subventions. On va également proposer de regarder s'il n'y a pas la possibilité de développer de nouvelles activités, de comment faire, de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel, tout ce genre de choses, et de voir si c'est faisable. Et quel type de structures sont touchées, enfin, peuvent contacter le DLA ? Alors, donc, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, donc, ce sont les associations, ce sont les coopératives, les mutuelles ou les entreprises commerciales qui ont un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui veut dire en fait qu'elles répondent aux critères de l'économie sociale et solidaire. Donc, toutes les structures, à partir du moment où elles ont 1 an d'existence, qu'elles font partie de l'ESS et qu'elles sont employeuses ou en passe de l'être, elles peuvent nous contacter et on peut les accompagner. Et donc, le DLA est présent en Guadeloupe depuis longtemps ? Ça fait depuis 20 ans qu'on est présent en Guadeloupe. C'est un dispositif qui a été créé en 2002 par l'État et par la Banque des Territoires. Et, c'est ça ?
Pardon ? La BGE ? Oui, c'est la structure qui porte le DLA en Guadeloupe, donc depuis 20 ans, donc depuis près de 20 ans. Écoutez, il reste peut-être à savoir comment contacter, vous contacter ou contacter la structure qui initie toutes ces aides, tous ces accompagnements. Alors, vous pouvez contacter donc, le DLA à travers la BGE, qui est donc la structure qui porte le dispositif sur le territoire guadeloupéen, donc au 0590 48 00 70, ou alors par email à l'adresse suivante DLAD. Majuscule ou minuscule? Minuscule, oui. 971. DLAB? DLAD, comme département. DLAD. Ouais, DLAD. Oui. 971, arrobase BGE Guadeloupe. BGE en majuscule. Toujours en minuscule. Oui. BGE Guadeloupe-IDN. Guadeloupe en toutes lettres ou... Oui, en toutes lettres. BGE Guadeloupe. IDN. IBM. IDN, comme Île du Nord. Oui, d'accord. .com. C'est long comme adresse, hein? Oui. Alors, je reprends, DLAD 971 arrobase BGE Guadeloupe-IDN.com. C'est ça. Voilà. Écoutez, Madame Callot, on vous remercie. J'espère que les associations, les responsables d'associations qui nous regardent en ce moment vont se dépêcher de vous eh bien, n'hésitez pas. Contacter et voir un peu comment sortir quelquefois de l'obscurité, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent, mais qui n'ont pas les moyens de leurs objectifs, et peut-être que par ce biais-là, c'est peut-être possible. En tout cas, merci d'être venu. Eh bien, je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu. 12h50. On revient au dispositif École ouverte, vacances apprenantes au collège d'Anse Bertrand. Charlie Dagonia, reportage, on regarde. Des volontaires, que ce soit les élèves ou que ce soit les équipes encadrantes. On fait aussi appel à des intervenants extérieurs, comme l'artisan qui a travaillé sur les calebasses au départ pour les préparer, pour pouvoir ensuite les décorer. Et ce sont différentes disciplines qui peuvent être utilisées dans ce cadre. Ici, on est évidemment sur les arts plastiques, mais c'est le développement durable, c'est tout ce qui est sciences et vie de la terre, c'est le sport, c'est le français, ça peut être les maths. Donc on a tout un ensemble d'actions, puisqu'on a 14 établissements sur l'académie qui sont mobilisés autour de ces vacances apprenantes. Alors le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va dessiner sur des calebasses et des galets et produire une BD pour promouvoir le développement durable et pour montrer qu'on n'a pas besoin d'importer des trucs jusqu'en Chine et qu'on peut utiliser des trucs de chez nous. Et pour exemple les calebasses, on a fait en sac. Lorsqu'on habite à Anse Bertrand, c'est une commune isolée, loin de tout. Le premier centre culturel se trouve à 30 km par exemple. Les familles n'ont pas toujours l'occasion de faire sortir les enfants. Si bien que, je prends un exemple, on a des enfants qui ne connaissent pas le pont de l'Alliance. Donc, notre programme toute l'année, c'est de faire découvrir aux élèves leur environnement. C'est-à-dire que dans ce collège, on ancre l'enseignement dans l'environnement. C'est vrai qu'il y en a certains qui viennent juste pour demain parce qu'on va faire un petit peu d'activité comme tout le monde adore. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, c'est agréable de faire ce qu'on aime, quoi. Et voilà, c'est pour ne pas s'ennuyer quand on est chez soi aussi. Il faut rester avec ses amis, même si on ne peut pas tout faire dans le collège, mais au moins faire des activités avec nos amis, partager ce qu'on a avec, ce qu'on fait. Moi, c'est parce que j'aime bien la peinture, tout ce qui est dessin, créativité. Aussi, demain, on va faire du kayak à Morne-à-l'Eau. Moi, c'était pour pas rester sur les écrans parce que ici, on est avec la nature, on peint avec nos amis et forcément à la maison pendant les vacances, on reste sur les tablettes, les téléphones et c'est pas très pratique. En fait, ce sont les établissements qui déposent des projets et font des demandes de financement puisqu'on a des budgets qui sont dédiés autour des vacances apprenantes. Et là, ça nous permet évidemment de venir en soutien et d'organiser ces différentes activités. On a déjà 12h46 minutes, donc on a un petit peu d'avance sur notre programme. On va tout de suite prendre la première pause. On se retrouve dans la deuxième séquence dans un instant avec Georges Boucard. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir le grand patron du Paré. Je parlais de Georges Boucard, il est avec nous. Bonjour.
Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs de Canal 10 et bonjour à la Guadeloupe tout entière. Alors, je vous ai fait venir parce qu'il est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un observateur attentif de la situation en Guadeloupe. On a passé la période de la pandémie, on a passé la période de mobilisation qui continue, puisque demain en France, il y a une manifestation. En France, on voit bien un peu tous les blocages qui se font par rapport à la loi sur les retraites. En Guadeloupe, ça n'a pas encore le même impact, mais enfin, quand même, ça bouge en Guadeloupe. Quelle est l'analyse globale qu'on fait de la situation en Guadeloupe d'abord, puis on parlera de la France ensuite? Alors, sur le plan de la Guadeloupe, il y a effectivement la mobilisation sur la retraite n'a pas le même impact, parce que le Guadeloupéen qui a du bon sens, il sait que nous partons généralement, en moyenne, les chiffres statistiques le montrent, à 64 ans, pour des retraites de très bas niveau. Donc, on subit déjà, on est même les précurseurs de cette retraite, parce que généralement, le Guadeloupéen part à 64 ans, selon les chiffres des dernières études. Mais cette retraite, elle est profondément injuste, et on ne peut pas gouverner contre son peuple, si on revient à la situation plus générale de la France continentale. Ce gouvernement-là est autiste, c'est pas une injure pour les autistes, mais je veux dire qu'il n'entend pas, il ne comprend pas, il passe en force, et on est à la veille d'une situation qui peut déboucher sur un nouveau mai 68 en France, si le pouvoir s'obstine à ne pas écouter les corps intermédiaires, à ne pas prendre l'avis de ces corps intermédiaires, qui sont la véritable représentation de la société. En effet, un représentant syndical, je prends par exemple, pour revenir au local, à la centrale UGTG de la Guadeloupe. L'UGTG à la Guadeloupe a été élu par un corps électoral qui est équivalent au corps électoral lors des élections professionnelles du corps électoral citoyen qui s'exprime lors des élections municipales, par exemple. C'est exactement pareil. Donc, ils n'ont pas moins de légitimité que les représentants politiques. Il faut bien que les représentants politiques se mettent ça dans la tête. Aujourd'hui, quand vous avez en face de vous M. Nomertin, M. Domota, vous avez des gens qui ont une vraie légitimité politique. Et il faut les écouter. Parce que, à force de ne pas écouter Laurent Berger de la CFDT en France, à force de ne pas écouter le dernier patron de la CGT, on se retrouve avec des blocages sociétaux. Et nous sommes sur un blocage sociétal en France, parce que la France est divisée depuis Raffarin entre la France d'en haut, qui jouit de tous les privilèges. Il faut savoir que rien que pour le premier semestre de l'année 2022, les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, ceux qui ont produit le vaccin contre le Covid, ont fait 60 milliards d'euros de bénéfices. 60 milliards d'euros de distribution de dividendes, 150 milliards d'euros de distribution de dividendes sur l'exercice 2022, alors que pour faire la réforme, il suffit de 12 milliards d'euros. Donc, il suffirait de faire une taxe sur les super profits pour financer le déficit de la retraite. On préfère ponctionner le peuple, le bas peuple, la plèbe, le tiers-État, si on revient au vocabulaire révolutionnaire de 1789. Mais ce tiers-État et cette plèbe, eh bien, elle va... c'est un réflexe, hein, parce que la résistance à l'oppression est un droit naturel, et elle va s'exprimer de plus en plus fort et de manière de plus en plus violente dans les rues de Paris, et peut-être dans les rues de la Guadeloupe, parce que je reviens de Blanchard, là. Moi, j'ai vu une expression spontanée de barrage, de pneus enflammés. Et il ne faut pas croire que la cendre ne couvre pas aussi, le feu ne couvre pas aussi sous les cendres de la Guadeloupe. Hein. Ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre très récemment montre que la situation ne serait qu'un calme apparent. Oui, justement, je voulais qu'on y revienne un peu, parce que
en Guadeloupe, alors, bon, je ne vais pas faire la litanie des problèmes qui existent, on les connaît, problème de l'eau, problème du chômage, etc. J'ai le sentiment quand même que notre classe politique n'arrive pas à sortir la Guadeloupe de son trou. Enfin, j'utilise volontairement ce mot, puisque nous sommes en période arabe, nous allons tout arabe, et on n'arrive pas à sortir le pays. Mais moi, ça, là, je dis, c'est politique, là, parce qu'on côtoyer de près par métier, moi, là, je dis, qu'il faut bien comprendre que nous, en bout d'Ardien Etienne, aujourd'hui là, le Guadeloupe, c'est un pays bloqué. Bloqué parce que nous ne pouvons pas affronter les problèmes du temps, c'est-à-dire transport, déchets, vieillissement de la population, formation professionnelle de la jeunesse, retour de nos jeunes diplômés dans le pays, parce qu'on ne bâtit pas un pays sans sa jeunesse. On a énormément de soucis, et la classe politique continue à mettre ces problèmes-là sous le tapis, mais à force de les mettre sur le tapis, ça forme un tas, et un jour, nous tous collectivement, comme des imbéciles, comme le disait Martin Luther King, nous périrons. Donc, il est temps que nous organisions des états généraux de la Guadeloupe qui se questionnent sur son développement pour aller dans une vision de Guadeloupe 2030. Où on oriente la Guadeloupe, avec quelle vision politique? Et moi qui suis un écologiste convaincu, je n'utilise plus le mot de transition écologique. La transition, ça veut dire qu'il faut encore transiger, qu'il faut encore attendre, alors que nous sommes déjà dans une impérieuse nécessité de mettre en place, de faire de l'écologie politique la matrice de nos institutions, parce que là encore, nous périrons tous comme des imbéciles, parce que le problème écologique, il est prégnant. Il est même plus important que le problème de la retraite, il est plus... Là, on ne peut pas respirer. L'air pollué, on peut prévoir, chaque monde peut prévoir à sauver. Donc, et on voit bien que les problèmes de réchauffement climatique ne sont pas une vue de l'esprit. Il a fallu quelques mois de confinement pour voir la nature reprendre ses droits sur la planète de Sainte-Anne, par exemple. On voit que les traits de côte reculent, on voit que des espèces disparaissent, et nous, on ne s'en préoccupe pas. Notre classe politique ne fait pas un moment pause, et qu'on se mette tous autour de la table, co-constitués, société civile, dans un congrès élargi, pour que nous tracions un projet. Et c'est ce projet-là qui va fixer les institutions. Et qu'on soumettra au peuple par voie référendaire pour qu'il se prononce sur ce projet-là. Pour faire évoluer les rapports entre une France continentale qui est à 8000 km et nous, Guadeloupéens, qui sommes naturellement dans un bassin caribéen. On peut nier la géographie, on peut nier l'histoire, on ne peut pas nier la géographie. Mais alors, je vous pose la question, vous avez dit que quelquefois vous êtes très proche des politiques, vous les côtoyez. Qu'est-ce qui leur empêche d'avoir cette vision d'un développement guadeloupéen réel? C'est-à-dire, je disais il y a 2 jours, on a le sentiment que nos politiques ne fonctionnent que dans le cadre de leur mandat, qui Jean Caille fait moins réélu, et donc on ne va pas plus loin. Non, c'est clair, c'est une préoccupation de court terme, préoccupation sur la réélection. Et c'est la primauté de l'intérêt individuel, de l'intérêt du cercle premier, de l'intérêt de personnes qui se gavent sur un certain nombre de marchés publics, qui construisent des fortunes pour mettre à l'abri quelques générations, et avant l'intérêt particulier, l'intérêt des Guadeloupéens, qui, eux, en fait, le Guadeloupéen n'est pas exigeant avec ses politiques, en réalité. Lui, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait la voirie, qu'il y ait l'éclairage, qu'il y ait un transport, qu'il y ait des conditions pour une meilleure attractivité. Il sait bien que tout le monde ne va pas travailler à la mairie, ça c'est terminé. Donc, ce qu'il demande, c'est que c'est les conditions d'une meilleure attractivité des territoires. Nous l'avons bien compris, moi je travaille avec un maire, on l'a bien compris aux Abymes, et c'est pour ça que nous mettons en place les conditions d'une meilleure attractivité du territoire. Et ça, il faut que d'autres politiques nous rejoignent sur ce terrain-là pour faire en sorte que, en fait, je prends la rénovation urbaine de la ville des Abymes.
Si nous avons pu faire la rénovation urbaine, c'est que 500 millions sont allés à 500 millions. Alors que des fois, quand on a 100 millions, eh bien, certains prennent 20 millions, 30 millions, et le reste, il n'y a que le reste qui va pour l'intérêt commun. Il faut inverser ça. C'est un peu la politique des dictateurs de certains pays qui se met en place. Donc voilà. Donc, je crois qu'il faut sortir de ça. D'ailleurs, la jeunesse est de plus en plus éclairée avec Internet, avec les moyens de communication. Ce qu'on pourrait faire avant, le plus possible. Et d'autant plus que les autorités de régulation, telles que la Chambre régionale des comptes, que le service criminel de police judiciaire, que le GIE, groupement d'intérêt régional, se coordonnent de plus en plus et fait monter au monde verguin une kyrielle d'hommes politiques qui ont à répondre de leurs manquements ou de leurs agissements. Tout individu non condamné, présumé innocent, mais il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai participé à la rentrée de la Cour solennelle de la Cour d'appel. Les 9 juges qui sont arrivés là, ils ne sont pas venus pour rigoler parce que leur profil, je l'ai étudié. C'est des profils Cour des comptes, inspecteur de la Cour des comptes, c'est des profils qui sont venus, d'ailleurs le préfet même, le nouveau préfet, son profil est celui-là, Cour des comptes. Il n'est pas venu pour plaisanter avec ceux qui mettent la main dans le pot de confiture. Alors, il y a une semaine environ, une semaine et demie, nous avons créé sur les réseaux sociaux un groupe qui s'appelle L'île du Sud, Guadeloupe. Et je me suis aperçu au fil des interventions, des discussions, que ces îles, Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, Terre de Bas, Terre de Haut, la Désirade, j'ai pas envie de dire sont un peu oubliés, mais enfin, ne participent pas au développement global du pays. Ça aussi, c'est un problème. Absolument, mais moi j'ai eu le privilège, sur le plan professionnel, de travailler 3 ans à la tête d'une agence bancaire, d'une banque que je ne citerai pas, sur Marie-Galante. Les problématiques de développement des îles du Sud, j'ai rencontré quelqu'un que je nommerai, parce qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage, c'est Philippe Bavardet, à la tête du collectif des îles du Sud, avec d'autres, Marie-Galantais. Et nous avions travaillé avec Jean Girard, ancien maire de Grand-Bourg, sur la mise en place d'un rapport sur les îles du Sud. Ce rapport, je l'avais rédigé, puisque je n'étais plus dans cette banque à l'époque, mais cette expérience m'a servi pour rédiger ce rapport. Et ce rapport préconisait un certain nombre de moyens, notamment la création d'un groupement d'intérêt public sur la continuité territoriale, à l'instar de ce qui avait été fait en Corse. Parce qu'il faut savoir que dans le budget de l'État, quand la France continentale met 100 € pour la continuité territoriale de Corse, elle met 1 € pour l'ensemble de ce qu'on appelle les Outre-mer. Donc vous voyez, le rapport est de 1 à 100. Donc il faut maintenant réformer ça. Et le dernier rapport sénatorial sur la continuité territoriale, eh bien, il dit bien qu'il ne faut plus se contenter de mesurettes. Cette petite augmentation de la DOM en fait, qui est un nouveau BUMIDOM déguisé qui ne dit pas son nom, et qui participe à la désertification, à la fuite de notre jeunesse, parce que ces politiques ne sont que dans un sens. C'est-à-dire qu'il faut faire gêne à nos partis. Mais on va pas avoir le même dispositif-là, puis on va retourner. Donc, non, c'est... Il faut vider des pays là. Voilà, c'est une espèce de génocide par substitution qui ne dit pas son nom. Mais ça, je sais bien que les Guadeloupéens, comme je disais, ils ont la capacité de prendre. C'est un peu un système... C'est un peuple magmatique, à l'instar. C'est pas le peuple péléen comme la Martinique, c'est un peuple magmatique. Qui apprend, il y a un beau matin, il y a un ski ou il y a une autre chose à faire au faisant. On ne sait pas, et ça fait que péter. Et après, tout le monde s'étonne. Mais c'est la sommation des frustrations, c'est la sommation de l'hyperconsommation. De chaque samedi, on reçoit dans nos boîtes aux lettres des incitations à consommer, alors que nous n'avons pas les moyens de cette consommation, notamment la grande majeure partie de notre jeunesse. Enfin, moi, j'ai demandé au service de la préfecture, et je vais encore réécrire officiellement, de nous publier l'indice de Gini. L'indice de Gini, c'est ce qui permet de mesurer les plus hautes rémunérations et les plus faibles, pour regarder les écarts, parce qu'il y a un observatoire des prix qui regarde que l'augmentation des prix, mais les revenus, tout le monde, silence radio. La préfecture, pour rien répondre moi,
Ça fait des années que je leur demande de publier, que l'INSEE fasse son boulot, c'est quand même son travail, de publier l'indice de Gini pour qu'on se rende compte que cet indice, qui est précurseur des crises sociales, eh bien aujourd'hui, moi je le fais par mes propres moyens avec des universitaires avec lesquels je suis en relation, eh bien il est en rouge, 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 rouge. C'est-à-dire qu'en 2004, nous l'avions fait et on avait avec la préfecture que dans quelques années, il y avait une crise. Et on avait compté qu'il y aurait une vingtaine de morts. Fort heureusement, il n'y a eu qu'un seul mort. Oui. Malheureusement, Bino. Mais aujourd'hui, cet indice, il est encore plus rouge qu'en 2004. Donc, attention, Ravoy Mungaoul en Porsche Panamera, Porsche Cayenne, mais là, c'est Tibouga Kevin Prime, pas étonner les autres. Parce que la prochaine crise, ce ne sera pas entre communautés, ce sera entre ceux qui vivent dans des quartiers bien huppés avec des grandes clôtures, mais ça peut empêcher ces uptown de monter downtown, comme en Jamaïque. Alors, il faut bien qu'on se mette dans la tête que le pays vit sur un volcan et qu'on a tous intérêt collectivement à se mettre autour de la table, organisation représentative, organisation politique, pour faire un grand débat guadeloupéen sur la Guadeloupe telle qu'on la veut dans les années 2030-2050. Si nous ne faisons pas ça, nous allons dans le mur. Tout à l'heure, nous aurons la chronique ABC Entreprise avec notre collègue Emina Dimao qui est là, que je salue. Bonjour. Bonjour, Dominique. On va parler de la fiscalité. Et moi, je voulais venir avec vous, M. Boukao, sur une question qui est un petit peu paradoxale. Alors, régulièrement, on nous cite comme étant l'une des régions où on crée le plus d'entreprises. Mais en même temps, c'est une des régions où les entreprises disparaissent aussi rapidement. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Ce n'est pas un paradoxe, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien comprendre dans la mentalité guadeloupéenne. Le Guadeloupéen, c'est un Michel Morin, dans l'âme. C'est-à-dire que quand il travaille pour lui-même, c'est un des meilleurs entrepreneurs au monde. Il a cette capacité à travailler pour lui. Quand il travaille pour un autre, l'atavisme travail à blanc-là revient systématiquement. Et ça crée, dans les rapports sociaux, des tensions. Il faut travailler sur ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur des gens qui avaient un regard extérieur sur notre pays. Parce qu'il ne faut pas faire l'économie d'aller voir, de faire des personnes qui ne sont pas du pays examiner notre société. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et leur conclusion, c'est qu'effectivement, le travail autoproducteur du Guadeloupéen, il est performant. Le travail, quand il travaille pour une entreprise, il n'est pas performant parce qu'il y a toujours cette dette, entre guillemets, cette injustice primale qui fonde nos sociétés sur lesquelles on n'a jamais réparé, parce qu'on a indemnisé nos bourreaux et on nous a mis dans le salariat. Et on continue. Et la composition sociologique du pays est basée sur une injustice de race, une injustice de classe qui perdure. Les maîtres de l'import-distribution sont les descendants de ceux qui nous ont mis en esclavage, qui ont mis nos parents, nos grands-parents en esclavage. Et tout le monde met encore. Personne ne veut aborder ce sujet-là. Il est temps de faire, comme en Afrique du Sud, des commissions justice et réconciliation pour que nous puissions en discuter sans animosité. Parce que je rappelle toujours cette parole de Césaire, il ne fait point de moi un homme de haine pour qui je n'ai que haine. Il faut que ses descendants acceptent de faire ce débat-là avec toutes les composantes. Il ne faut pas avoir peur des statistiques ethniques. Il ne faut pas avoir peur de mettre en place des politiques de discrimination positive pour réparer. On ne fera pas l'économie de la réparation. Tant que nous ne ferons pas cette réparation, il ne peut pas y avoir de paix sociale, il ne peut pas y avoir de confiance réciproque des acteurs sociaux, parce que ça revient. Qu'il y a des pignons problèmes de l'entreprise, l'État blanc et la carabine. De toute façon, parce que ça atavique. Parce que nous avons quand même dans notre ventre de ce qui nous fonde cette injustice qui est là et qui n'a jamais été purgée. Parce que scientifiquement, il est prouvé que par la génétique que les gènes ont une mémoire. Oui. Une mémoire. Et cette mémoire-là, elle est là, donc on ne peut pas faire l'économie. La loi Taubira est une loi mémorielle, ce n'est pas une loi qui parle de réparation. Il faut réparer. Et moi, je lance un appel solennel à l'ensemble de la classe politique, à la société guadeloupéenne, à nous, si c'est Ouattara, pour nous parler de justice et réconciliation et de réparation.
Donc ça signifie que créer une entreprise en Guadeloupe, c'est un problème? C'est pas un problème, mais il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui viennent, d'ailleurs, les exogènes, le coderme blanc, pour parler simplement. Et quand ils se débarquent ici, je leur dis, vous avez deux possibilités. Soit vous arrivez avec un verre plein de votre suffisance eurocentrique, de votre prétendue supériorité européenne, et vous allez repartir vide. Parce que, OK, nous, ici, nous travaillons à Fontetao pour repartir vide. Soit vous arrivez à un verre vide, et vous voulez apprendre de nous. Vous voulez comprendre notre culture. Vous n'êtes pas eurocentré, vous êtes dans un environnement caribéen, vous comprenez notre musique, vous comprenez qu'on puisse aller à la plage, que nous puissions aller à la plage en mettant de la musique, que nous puissions manger crabe, que nous puissions à Pâques, que nous puissions faire des ordres, que nous bouillons, parce que c'est naturellement comme ça, que nous puissions aller fort. Et vous acceptez notre culture, et vous allez repartir enrichi. Et j'ai des amis qui ont fait cette expérience-là, dont les enfants sont allés dans l'île Les Roses. Bon, le Goderme, hein. Ils vont dans les Roses, ils vont en veiller, ils se sont intéressés à la culture, et maintenant, ils m'ont dit que ça leur a donné un avantage sur le management, maintenant qu'on appelle le management interculturel. On comprend mieux, parce que la force du Guadeloupéen, la force du Martiniquais, la force du Réunionnais, c'est qu'on n'est pas, nous, on n'est pas dans on est dans une culture multiple, on est dans une culture arc-en-ciel. Nous sommes le produit de plusieurs cultures et nous sommes mieux adaptés, je le dis, mieux adaptés aux problématiques de la mondialisation, du tout monde des droits glissants, que les Français qui n'ont qu'une souche, qu'on l'a pour voyager, on l'a pour rien prendre l'avion. Parce que moi, j'ai fait mes études à Caen. Moi, j'ai vu des fermes, sol battu. Hein. C'est pour ne monter Paris. Alors qu'il y a une panique pour mon avoir de pays pour prendre l'avion là. Même Maurice, il a voyagé. Donc, même s'il a dit nous voyager vite ouvert parce qu'il l'a élevé, mais nous ici, il a voyagé. Ouais. Alors que ce type là, il a dans la province, il ne va pas parler français, il parle un français complètement non châtié. Et nous avons cette force d'être dans un environnement où nous avons écouté Voice of America, nous avons écouté Radio Havana, nous avons écouté le jazz, nous sommes multiculturels. Et on a cet avantage-là. Alors, on va donner la parole à Emeline, puisque c'est l'heure de sa rubrique ABC Entreprise. Générique tout de suite et on démarre. Emeline, bonjour. Chaque année, à la même période, il y a ce qu'on appelle en journalisme des marronniers, des choses qui reviennent régulièrement. Et pour l'entreprise, c'est la période de la fiscalité aussi. On en parle un petit peu aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vais surtout parler et rappeler les dates limites. En fait, tu n'aimes pas trop quand je viens pour cette partie-là. Les dates limites relatives aux différentes déclarations. Donc, on va commencer par la partie liée aux entreprises, mais il y a aussi et surtout, ce qui intéresse principalement nos téléspectateurs, les dates limites par rapport aux particuliers. Oui. Donc, pour toutes les entreprises, Danick, notamment celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, ça peut être effectivement des sociétés commerciales habituelles, et même on a aussi toutes les personnes qui effectuent des déclarations contrôlées. Par déclaration contrôlée, on entend les médecins, généralistes, les libéraux, professionnels libéraux, voilà, qui doivent déclarer leurs résultats chaque année, mais aussi, normalement, et c'est vrai que beaucoup de personnes ne le font pas, pour les sociétés civiles immobilières, donc les SCI, à l'impôt sur le revenu, il y a une date limite de dépôt des déclarations de l'activité de l'exploitation, de l'exploitation même de la société, que ce soit une société soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu sous forme de déclaration contrôlée, ou encore les SCI, qui est le 3 mai, normalement, 2023. C'est bientôt. Bientôt, mais en fait, l'avantage qu'on a, c'est que, comme la plupart des entreprises font des téléprocédures, donc passent par des cabinets comptables ou autres, donc effectivement, ils bénéficient d'un délai de 15 jours supplémentaires,
Et donc, si tu fais 3 plus 15, on tombe au 18 mai. Sauf que le 18 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc, il y a encore un petit jour. Oui. Et donc, la date limite, c'est le 19 mai pour l'envoi de l'ensemble des déclarations d'activité d'exploitation, hormis donc pour les micro-entrepreneurs qui, eux, déclarent... les micro-entrepreneurs sont... Ils ne sont pas concernés, puisque les micro-entrepreneurs n'ont pas l'obligation de déposer des comptes. Eux, ils ont l'obligation de déclarer mensuellement les recettes qui ont été perçues au niveau de leur activité et ils sont tout de suite, effectivement, taxés dans la foulée de la déclaration mensuelle. Donc, eux, ils ne sont pas concernés par cette obligation. Ce sont vraiment les entreprises qui sont soumises au régime normal, réel normal, et aussi, comme je disais, les SCI normalement, mais c'est vrai que beaucoup ne le font pas, et ainsi que les déclarations sous forme de bénéfices non commerciaux et aussi les bénéfices agricoles. Donc, normalement, toutes les autres sociétés, mis à part les auto-entrepreneurs, sont obligées normalement de déposer leur déclaration d'activité d'exploitation avant le 19 mai prochain. Alors, je pose quand même la question, puisque je me souviens, il y a 2 ans, on a parlé de l'automatisation de la déclaration, c'est-à-dire que la prise directe pour les particuliers, c'est pas ouvert aux entreprises, ça? Alors, c'est pas du tout... Enfin, pour le moment, ça n'est pas ouvert aux entreprises, mais ça ne saurait trop tarder. Ah bon? Et ça pose effectivement la question de nos métiers, aussi, de l'existence de nos métiers, mais il faut rappeler quand même que l'expert comptable n'est pas là uniquement pour télédéclarer, mais surtout pour apporter un conseil à l'entreprise. Il faut savoir qu'avec bientôt la facturation électronique, comme on en parle, et comme on va en parler de plus en plus, parce que c'est vrai que là, il faut sensibiliser aussi le public sur ce sujet, à partir de juillet 2024, donc c'est demain. C'est bientôt, oui. Voilà, c'est ça. Les entreprises auront l'obligation de recevoir des factures électroniques. Électronique, toutes les entreprises? Alors, les factures... Enfin, comment t'expliquer? On aura l'obligation d'émettre en 2026, c'est-à-dire que les sociétés basiques auront l'obligation de faire leurs factures de façon dématérialisée à partir de juillet 2026 en fonction de leur échelle. Donc, les petites entreprises de Guadeloupe sont concernées par ça. Mais les grosses entreprises de type EDF, par exemple, auront l'obligation déjà d'émettre en 2024. Donc, comme ils vont émettre des factures électroniques en 2024, nous serons obligés de recevoir de façon électronique en 2024. Ça veut dire que dès juillet 2024, la plupart des sociétés devront effectivement s'inquiéter de savoir comment est-ce qu'ils vont être paramétrés pour recevoir la facturation électronique en 2024. Et donc, du coup, ça va poser la question de l'automatisation dont tu parles, puisque comme toutes les factures sont reçues électroniquement, comme elles seront envoyées électroniquement, les calculs se feront très certainement de façon quasi automatique, mais il faudra quand même une intervention humaine pour pouvoir régulariser toutes les problématiques liées au calcul. Il arrive parfois que lorsque tu fais un bilan, tu as des produits constatés d'avance, des charges constatées d'avance. Donc, il faudra quand même l'intervention humaine pour vérifier que les calculs de clôture seront justes. Mais il y a des chances qu'à partir de 2024, qu'il y ait un gros début d'automatisation. Ça veut dire que les entreprises maintenant ne pourront plus y échapper. Je veux dire, les gens qui ne faisaient pas de déclaration, qui faisaient... Ça veut dire effectivement qu'on dirait que l'étau se resserre, entre guillemets, et que là, tout va devoir passer au travers d'une grosse machine. Et donc, actuellement, les cabinets comptables, notamment mes confrères, nous sommes à cheval sur comment on va gérer ce flux-là, parce que ça va être encore un nouveau bouleversement au niveau de l'ensemble des activités. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du passage à la déclaration sociale nominative, la DSN. On a parlé énormément de tout ce qui était clôture mensuelle, mais là, plus que jamais, effectivement, ça nous guette. Et ça va être un sacré chantier, notamment courant 2024. Et même les entreprises vont devoir se préparer. Alors, quid? Parce qu'il va y avoir de vrais problèmes, de vraies questions. La marchande qui vend à mon restaurant le poisson, je ne sais pas comment ça va être géré, puisque la marchande n'a pas nécessairement de facturier. Mais non, justement. Et le restaurant, pourtant, va bien devoir acheter son poisson. Donc, pour l'instant, ce sont plein de questions qui sont en suspens, qui sont en interrogation, comment la gestion va se mettre en place. Et ça va peut-être répondre à la question de l'automatisation, mais on n'y est pas tout de suite. Mais c'est vrai que ça arrive à grands pas. Mais ça veut dire que ce qu'on dit en anglais, le gap entre les gens digitalisés et non digitalisés va... C'est-à-dire que c'est bien pour cela que ça fait déjà plusieurs années que
on intervient sur l'obligation, entre guillemets, la contrainte qu'on a de passer à l'outil informatisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, jusque-là, ont fait beaucoup de résistance. Il y en a encore qui ne veulent pas entendre parler de mail ou autre. Je pense à un de mes clients à qui on ne veut pas envoyer de mail parce qu'il a dit qu'il refuse... il refuse le mail? Il refuse le mail. Donc, c'est comme ça. Il vient récupérer ses documents papier. Et c'est la question qui va se poser sur la gestion à venir parce que tout rentre dans le digital. Oui, mais, effectivement, mais ce système-là aussi a un avantage qu'on ne voit pas encore. Mais je ne veux pas vous rappeler les chiffres de la fraude fiscale et la perte pour l'État. Oui. Et aussi derrière, tous les problématiques de blanchiment. Oui. Parce que nous sommes dans une zone où le blanchiment d'argent, il est quand même gros. Hein. Je ne vais pas désigner des lieux, mais vous connaissez bien toutes les îles qui sont autour de nous. Elles n'ont pas une très bonne réputation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a même une antenne de Tracfin, la plastique qui s'installe. Oui. Donc par rapport à cela, il faut savoir que par exemple pour les collectivités, nous sommes déjà avec la plateforme Chorus dans l'obligation de demander à ceux qui travaillent avec nous de passer en démat. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas travailler avec la ville des Abîmes si vous n'avez pas une sirène et si vous ne passez pas par la plateforme Chorus. Parce que derrière, le Trésor public, il ne peut pas traiter, il ne traite plus manuellement. Hein. Il traite avec des niveaux de mandatement, avec une origine numérique. Donc ce mouvement-là, il est inéluctable, parce que derrière, il y a aussi une volonté internationale de régulation des trafics en tout genre. Oui, ce que j'allais dire, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi la disparition de l'argent en papier. C'est ça, tout à fait, mais c'est-à-dire que tout va être tracé, en fait. L'objectif, c'est un peu celui qui a été énoncé un peu avant. C'est vraiment de maîtriser toute l'économie en tant que telle, l'ensemble des flux financiers, et que du coup, en fait, on n'ait plus la main de façon manuelle sur l'ensemble des opérations qui sont effectuées. Donc c'est vrai que là, ça va être un détour qui va être quand même assez rude à prendre. On n'en parle pas assez souvent et de façon suffisamment prépondérante, mais ça va être quand même assez violent. Parce que là, quand il parle de la plateforme Chorus, c'est une plateforme que nous essayons aussi d'utiliser parfois. Et même là, il y a des bugs. Oui. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver encore confronté à la machine qui est la machine informatique, et devoir gérer le fait que chacun comprenne les enjeux liés à ce changement. Donc ça répond à ta question, ça va peut-être pas rassurer nos téléspectateurs dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a effectivement ce virage qui est en cours, et il va falloir être très attentif à toute la partie liée à l'actualité sur le sujet, et ne pas prendre ça à la légère, parce que c'est vrai qu'on entend parler de facturation électronique, c'est un peu comme ça, un peu flou, mais on va se retrouver dans un contexte où tout le monde va devoir passer sur la partie dématérialisée. Alors, Emeline rappelle avant de partir quand même que la date limite, la deadline. Donc on a dit que pour les entreprises, c'est le 19 mai, et je vais juste dire pour les particuliers quand même, parce qu'on a l'information à partir du 13 avril. Donc, le site impôt.gouv va ouvrir ses portes. Les différents contribuables ont la possibilité de déjà faire leur déclaration d'impôt sur le revenu, ou du moins de valider la pré-déclaration qui sera déjà en ligne. Et on aura, nous, pour les départements d'outre-mer, jusqu'au 8 juin pour finaliser les déclarations d'impôt sur le revenu. Voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. En tout cas, merci d'être venu dire ça. Un dernier mot rapidement, Monsieur Boucard. En 2 mots, c'est bientôt les sénatoriales. Vous y pensez quand même Vous savez, notre parti va se réunir et donnera ses consignes pour qui il va apporter son soutien. Nous, en tout cas, nous, le prix sera sous le prix de la compétence. Il n'est plus question d'avoir des sénateurs qui ne sont pas, qui soient arrivés là par cooptation. Il faut des sénateurs qui soient dynamiques, qui aient déjà une certaine expérience et qui aient une certaine compétence. Parce que le Sénat, elle a changé. Hein. Il n'y a plus de train de sénateurs. Hein. Le Sénat est devenu, c'est la chambre des collectivités, est devenue une institution qui pèse dans la République. Hein. On l'a vu pour la loi sur la retraite. Hein. Son influence, elle est réelle. Donc nous voulons mettre à la tête de l'institution Guadeloupe pour l'instant dans ses institutions actuelles des sénatrices ou des sénateurs qui sont compétents. Et ce sera le prisme sur lequel le Paris fera une déclaration publique qui il soutient ou pas
lors de ces élections sénatoriales. Et vous viendrez ici nous expliquer ça. Tout à fait. Et juste un dernier mot, parce que cette question ne m'a pas été posée. Oui. Et le débat est dans l'air. Alors je dis qu'il n'y a pas de souci. Hein. Le drapeau, on l'a. Hein. Oui. Le drapeau, il est là. Oui. Que chacun se l'approprie. Que chacun le mette sur sa maison, que chacun le mette sur... et notre hymne national, on l'a aussi. Il est déjà aux ZCL. Hein, oui, je vois. Donc, il faut qu'on se l'approprie. Oui. Il n'y a pas de honte. Les Corses abordent le drapeau. Les Savoyards, quand ils viennent ici, le mettent sur leur maison. Les Francs-Comtois le mettent sur leur maison ici. Il n'y a pas de raison que nous, Guadeloupéens, nous allons faire des aides, nous paient. Nous ne pas mettre à les mairies à nous, pas mettre. Il faut nous faire qu'on les Corses. Oui. Parce que. Les Bretons aussi. Les Bretons, c'est l'appropriation du pays Guadeloupe. Alors, la Martinique a son drapeau de manière officielle. Oui. Elle a son hymne national. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation à les avancer pour nous chanter l'hymne national à nous et pour nous mettre le drapeau à nous. Alors, tout Guadeloupéen, mettez le drapeau à d'autres et mettez t-shirt à d'autres. Pas mettre un pochard. Pas mettre un pochard et exhiber fièrement parce que c'est le drapeau à moi. Merci en tout cas. Il est 13h34. Nous prenons la deuxième pause et on va se retrouver tout à l'heure avec Mme Catalan et Mme Attali. On va terminer avec ces deux invités pour la prochaine séquence du ZCL. À tout à l'heure. News, on va recevoir Mme Marie-Annette Catalan. Bonjour. Bonjour. Avec M. Pélage et Mme Yvelle Attali. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes agricultrice bio, représentante du mouvement bio de la Guadeloupe. On revient vers vous dans un instant. On prend les dernières informations sur la mobilisation des planteurs de canne. Ce n'est pas encore totalement réglé. On regarde un peu où ça en est. Reportage Michel Depape. Je pense que le mal-être, il est assez général. On est quand même dans une filière qui est compliquée. Et on vient de signer un accord Cannes sur lequel il y a eu des très gros efforts de fait. Honnêtement, je suis là pour défendre personne, mais à la fois la région, l'État, le département, tout le monde a joué le jeu, y compris la sucrerie. Je le rappelle, hein, dans d'autres territoires, il y a eu zéro avancée. Je vais pas, vous savez vers qui je regarde, mais en Guadeloupe, nous avons fait un gros effort. Gardel a fait un gros effort et CRMG aussi. Mais les efforts ne sont pas, évidemment, on n'est jamais satisfait, mais dans une négociation, il faut à un moment donné trouver un consensus et se dire, bon, c'est mieux qu'avant et c'est moins bien que demain. Et on va continuer à travailler ensemble et on va continuer à regarder de quelle manière on peut améliorer les choses. Je pense que c'est ce que ces messieurs mettent en cause aujourd'hui, remettent en cause, puisque vous le savez, nous avons signé une nouvelle convention samedi en présence de tout le monde. Ce que remettent ces messieurs en cause, que les personnes qui étaient autour de la table n'étaient pas représentatives du monde des planteurs, c'était pas les bonnes personnes et c'est ça qu'ils remettent en cause. Voilà ce qui est la raison de ce rassemblement, j'imagine. Eh bien là, par rapport à nous tendre à la télé, que ces messieurs signent une convention que nous recevons des documents par WhatsApp et que aujourd'hui là, ça nous demande son table ronde à tous ces gens qui signent bien ça parce qu'apparemment nous ça même son montage à chiffre pour nous et nous voulons qu'ils expliquent nous table ça bien même parce que ni l'argent qu'ils prend dans l'argent que nous payons ni qui que nous payons ni et qu'ils ne mettent pas ça dans une nouvelle convention ça pas bon. Et si vous n'avez pas signé ça, c'est une responsabilité aussi l'avenir de la filière. Et donc nous allons attendre le directeur là pour faire organiser une table ronde pour nous préciser par les veilles. Ils veulent faire renforcer les marges en campagne là pour eux soi-disant, mais ils savent très bien qu'ils même qu'à boycotter ce système là parce qu'ils même savaient qu'ils veulent planter pays d'accord avec ça. Ils ont fait comprendre visuellement qu'il y a une augmentation, or que ça faux. Tous ces bitins annoncés c'est déjà qui ont été hannis. Comment non? Mais l'industriel même quand il mettait dans ça, zéro, tout était à même prix là. Visiblement, la récolte a du mal à démarrer déjà en Guadeloupe. On parlera de Marianne la semaine prochaine. Deux petits mots quand même avec Mme Attali sur ce marché agricole bio. Vous êtes agricultrice bio. Alors, je vous pose la question, pourquoi le bio coûte plus cher en général? Première question. Oui, première question. C'est une bonne question. En fait, les spéculations bio en général coûtent plus cher parce qu'il y a plus de main-d'œuvre déjà. Ensuite, comme nous n'utilisons pas d'intrants chimiques de synthèse ni surtout d'herbicides, beaucoup de travaux se font manuellement. Oui. Donc, avec un petit peu plus de main-d'œuvre. Oui. Mais cela dit, les prix du bio déclinent.
En tout cas, au groupement des agriculteurs biologiques de Guadeloupe, nous avons assisté avec mon panier Bio Guadeloupe depuis des ans à une baisse des prix des produits bio. Alors, quels sont les produits bio en termes d'agriculture qu'on peut trouver facilement maintenant sur les marchés, peut-être même dans les magasins spécialisés? Alors, déjà, de façon ancestrale, le marché bio qui existe depuis 1999, qui a été créé par M. Jean-Claude Nonios, ça reste la base en Guadeloupe. Oui. Et nous trouvons maintenant tous les produits maraîchers, y compris l'ananas. Y compris l'ananas maintenant? Y compris l'ananas depuis 3 ans qu'on a fait ce travail au niveau du GDA EcoBio. Nous avons de l'ananas de saison, pas hors saison. Et la pastèque aussi de saison. Et alors qu'avant, l'igname reste toujours saisonnier. Voilà. Ce sont des spéculations maintenant qui sont habituelles maintenant chez nous. Et on en a même en ce moment. Vous avez dit les gombos, les concombres bio aussi, on peut trouver? Oui, ça c'est la base, concombres, laitue, tomates, actuellement beaucoup de tomates cerises. Et là, vous pouvez en trouver énormément au jardin bio réuni à Convenance Bémao, comme d'habitude, au groupement des agriculteurs. Alors, vous avez le sentiment que quand même le bio se développe depuis quelques années en Guadeloupe, pas seulement au niveau des consommateurs, mais des producteurs? Ah oui, on n'a que de chemin parcouru. Moi, je suis agricultrice bio depuis 16 ans. Oui. On a commencé, on était 15, maintenant on est 334. Donc, voilà, c'est pas... C'est incommensurable pour le développement. Alors, ça veut dire que samedi 15, quand on viendra sur le site de l'UDCAG, tout sera bio ou bien c'est une partie? Non. Alors, de temps en temps, tout sera bio. Enfin, nous avons notre marché ancestral tous les mercredis. Et des fois, on délocalise. Et là, en l'occurrence, le 15 avril, on sera au sein de l'UDCAG et tous les produits seront bio et tous les agriculteurs qui seront là viennent du groupement des agriculteurs biologiques, le GDA EcoBio, et nous allons pouvoir offrir à la population du Lamentin et de façon générale toute la zone Lamentin, Sainte-Rose, un beau panel de produits issus de l'agriculture biologique certifiée. Et visiblement, il y aura une démonstration parce qu'il y aura du compostage aussi. Ah oui, oui. En fait, l'idée première, c'était vraiment d'emmener le jardin bio aux Guadeloupéens et aussi de leur apprendre surtout à faire, je ne dirais pas comme nous, mais en tout cas s'en approcher. Et ça, c'est notre action au niveau du GDA EcoBio pour pouvoir démocratiser l'agriculture issue de l'agriculture biologique. Oui. Et expliquer la comment faire de l'amendement soi-même, donc le compost soi-même, comment planter soi-même, comment choisir ses semences non traitées, ça c'est important parce que souvent, à la base, les gens achètent dans les groupements des semences traitées et il faut faire attention. Donc il faut apprendre aux gens à déceler les problématiques et ce qui est écrit derrière les étiquettes pour l'achat des semences. Et aussi voir comment on peut être autonome au niveau des semences de chez nous. D'accord. Et donc, je vois que à 11h30, il y aura même un show musical avec Loïc. Loïc, c'est un chanteur bio. Bon. En tout cas, peut-être qu'il va s'y mettre. Le 15, ça c'est sûr. Bon. Ben, écoutez, on prend mot, c'est samedi 15 de 7 à 14h sur le site de l'UDAG, pardon. Et ce marché du Nord Grande Terre avec des produits bio et des agriculteurs et agricultrices bio. Oui, voilà. Donc, ils verront nos têtes. Et bien entendu, ils pourront toujours venir au groupement des agriculteurs bio à Convenance tous les mercredis après-midi. Tout à fait. Voilà. Ok, je me tourne vers Madame Catalan et Monsieur Camille Pélage. Camille Pélage qui est de la CNBT, l'un des grands patrons de la CNBT.
Et donc, vous êtes venu ici parce qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare. Allez-y, Madame Catalan. Eh ben, nous avons un partenariat avec GDA Ecobio et la CANBT et qui se déroule très bien. Donc, ça fait le 3e marché bio et qui est réclamé par des clients que nous recevons et qui se sont habitués au marché bio et auxquels nous offrons des produits de qualité à travers le GDA Ecobio. Bien sûr. Voilà. Camille, je posais la question, ça veut dire que l'autonomie alimentaire dont on parle en Guadeloupe sera bio? Il sera, ou ne sera pas? En tout cas, déjà, il sera un retour vers ce que nous avons toujours su faire en Guadeloupe, notre production locale, et effectivement, avec le moins d'intrants chimiques possible. Et c'est vrai que le président de la CNBT, qui est M. Gillesbar, comme vous le savez, est vraiment très impliqué dans une responsabilité des Guadeloupéennes, mais dans des circuits courts. Faire en sorte que le Guadeloupéen puisse revenir. Maintenant, on utilise des grands termes permaculture, mais c'est nos jardins créoles. Et ces productions bio, c'était le fait qu'on mettait, en général, c'était on avait c'était du fumier que nos parents. Donc, toutes ces pratiques-là, pour nous, deviennent des pratiques en fait modernes. Et il s'agit de retourner à ces pratiques-là, mais de continuer à travailler, de former, d'éduquer. Vous avez dit un instant quelque chose, est-ce que le bio coûtait cher? Mais en réalité, quand on fait, somme toute, par ailleurs, c'est moins de médicaments, moins de problèmes de santé. Mais oui, c'est la santé. Ça veut dire que ça nous coûte beaucoup moins cher que de se soigner chimiquement. Ça, c'est une chose. Et il y a une action qui est complémentaire. Vous avez parlé de composteurs. La CNBT fait une grosse action de distribution de composteurs à la population pour que nous puissions effectivement avoir de plus en plus de gens qui se prennent en charge, soient responsables, se prennent en charge et puis mettre aussi la main dans la terre parce que, en fait, à l'époque, souvent, on avait ce rejet. Quand quelqu'un allait à l'agriculture, c'est parce qu'elle avait échoué en classe. Ben non. L'agriculture, c'est un vrai métier. Ça nourrit son homme, mais au-delà de nourrir son homme, on s'épanouit dans l'agriculture. Et c'est peut-être qu'il y a moins de stress, moins de problèmes sur ce territoire, si on était plus vers ce retour à la terre. Donc c'est une démarche haute qualité environnementale qu'entreprend la CNBT, mais c'est aussi une démarche de responsabilité guadeloupéenne. Donc, moi je pose à vous trois la même question. Est-ce que les jeunes agriculteurs ont pris conscience de la nécessité de s'impliquer dans le bio? Ah oui. Alors, d'ailleurs, je les salue, les JA, qui sont juste à côté de nous, à Convenance-Bémaro. Et donc, effectivement, la moitié des jeunes agriculteurs qui s'installent sont en agriculture AB et seront donc certifiés soit par EcoCert, soit par Certifac, l'un des deux organismes certificateurs qui sévit actuellement en Guadeloupe. Je note, Camille et Madame Catalan, que la CNBT fait beaucoup sur l'agriculture depuis quelque temps. Comme je le répète, c'est un objectif qui est clairement affiché par le président. Il y a toujours des marchés au Lamentin, un peu partout, des manifestations. C'est des marchés, c'est des composteurs. Bientôt, nous allons encore aller plus loin avec la population autour de cette prise de responsabilité. Et je pense que ça participe de l'autonomie alimentaire, des circuits courts. Et il y a d'autres choses à venir, mais bon, on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui. Je crois que le président a quelques initiatives particulières au niveau de la CNBT. Et rappelez, c'est quand même, on est quand même sur ce qui a été le bastion de la production agricole en Guadeloupe. 50% de la production agricole de Guadeloupe venait de la CNBT, en tout cas du territoire nord-basse-terre. On ne fait que repartir dans une dynamique de production. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur le bon axe. C'est d'actualité. Et nous démultiplions, on a des élus qui sont dynamiques, on a des partenaires comme l'UDECAG, on a comme le groupement des agriculteurs biologiques de la Guadeloupe. On a vraiment aujourd'hui, on le sent, on a une bonne volonté, on a de bonnes volontés, de bonne technicité aussi. Oui. Et ça, il faut le dire, quand on voit, on voit bien que ce sont des gens qui sont formés, qui savent de quoi ils parlent. Donc la Guadeloupe, il faut positiver les choses. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Et on a un territoire dynamique, on a un territoire avec du potentiel. Il s'agit de développer tous les potentiels de ce territoire. Je ne peux pas ne pas poser à Camille Pélage la question. Ça va toucher Marie-Galante un jour. Ce n'est pas votre compétence politique, mais je pose quand même la question. Oui, non, mais c'est au-delà de ça. Je pense que
Bien entendu, la CNBT sera un territoire exemplaire. Oui. Un territoire exemplaire en termes pratiquement un laboratoire. Mais justement, donc on se le définit comme ça, vraiment à haute qualité environnementale. Et il ne s'agit pas pour nous de travailler un peu avec en masquant ce que nous faisons. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que les gens comprennent que oui, c'est possible. Et à travers ça, ça doit irriguer, ça doit rayonner sur l'ensemble du territoire de l'archipel de Guadeloupe. Donc tôt ou tard, ça ira dans les îles du Sud. Tôt que tard, ou en tout cas, l'idée c'est que la Guadeloupe tout entière puisse emboîter le pas de la CNBT, mais en tout cas, nous continuons à travailler. Marie-Galante n'est pas en reste. Hein. Je rappelle quand même que Marie-Galante, les premiers rhums bio de Guadeloupe sont Marie-Galantais, qu'on se les dise. Oui. Hein. Et donc, Marie-Galante a été un exemple pour le rhum bio, et maintenant, on prend exemple en Guadeloupe sur l'action de Marie-Galante. Et pour nous noter, vous avez 2 Marie-Galantais en fait. Hein. Oui. Donc ça veut dire que... donc c'est bien que... Voilà, c'est mieux quand les autres le disent. Non, j'ai bien compris, Camille. J'ai bien compris. Une dernière question, Madame Catalan, quand même. Vous êtes technicienne. Est-ce que vous sentez quand même que la formation, ça avance, la technicité, ça avance dans ce domaine-là? Bien sûr. Et pourquoi nous sommes partenaires de ces actions en bio? Parce que nous avons des agriculteurs qui font de la canne et qui ont diversifié leur exploitation. Et ces planteurs-là se trouvent à GDA et EcoBio également. Et c'est en ce sens qu'au départ, quand l'UDECAG a changé de local, on a créé le marché pour donner à nos agriculteurs qui font de la canne et qui veulent faire autre chose l'occasion de s'exprimer et de pouvoir vendre en direct les productions hors canne. Et ces chemins faisant, on s'est associé avec GDA EcoBio et la CANBT a eu comme mission de promotionner l'agriculture durable. Donc c'était une bonne occasion pour pouvoir emboîter le pas et tirer tout le monde vers cette agriculture propre. Alors, le seul problème qui va rester à résoudre, c'est la redistribution des terres. Du foncier. Ça, c'est une autre question. On n'abordera pas aujourd'hui. Le foncier est une grosse problématique chez nous. Je sais. Et un sujet très délicat. Je sais. En tout cas, merci d'être venu. Alors, on rappelle donc samedi 15. Oui. Samedi 15, nous attendons tout le monde au Lamentin, à Caillou. Comme d'habitude, On tourne sur la gauche, à l'UDECAG. Les agriculteurs bio de Guadeloupe seront présents et vous attendent nombreux dès 8 heures. Hein. Dès 7 heures à 14 heures. Et mes collègues Christophe Latchman seront là pour apporter sa technicité. Et puis Luigi Batke Pépinière et puis surtout Balagne seront là pour aider, accompagner les clients qui le veulent à apprendre à planter en ayant les précautions d'usage pour l'agriculture biologique. Vous serez là aussi, madame bien sûr, parce que et la CNBT sera là. C'est nous qui accueillons. Donc, dès 6 heures, nous sommes présents pour que les exposants s'installent. Et après, nous accueillons les clients à partir de 7 heures. Le rendez-vous est pris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL News. Je rappelle qu'en début de ZCL, on a reçu Madame Marie Caillot, chef de projet pour le dispositif local d'accompagnement départemental. C'est un dispositif mis en place pour aider les associations qui veulent passer dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Très important puisqu'il y a un accompagnement avec la BGE. Ensuite, on a reçu Georges Boukao, qui est coordinateur du PIR. Pareil, il a fait un petit bilan de sa vision de la situation politique en Guadeloupe et économique. Et Mlina Demar, la chronique des entreprises, a parlé de la fiscalité des entreprises, parce que c'est aussi les dates limites. 19 mai, il faut que toutes les entreprises aient payé ou aient fait leur déclaration. Et puis on a terminé avec Marie-Annette Catalan, avec bien sûr Camille Pélage et Madame Attali. Ensemble, on vous remercie. Pour cette visibilité, pour être avec nous aussi souvent, de tous les jours, de 12h30 à 14h. Le rendez-vous est pris déjà pour demain, pour une autre série de personnes qu'on va recevoir en direct dans le 7e. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure.